Je pense à Minelli. Minelli, là, il me semble une idée extraordinaire sur le rêve. Elle est très simple, on peut la dire, et elle est engagée dans tout un processus cinématographique qui est l'œuvre de Minelli. Et la grande idée de Minelli sur le rêve, il me semble, c'est que le rêve concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas. Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Et pourquoi ça les concerne? Parce que dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que les autres rêves, c'est très dangereux. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Même quand c'est la plus gracieuse jeune fille. Même quand c'est la plus gracieuse jeune fille, c'est une terrible dévorante. Pas par son âme, mais par ses rêves. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Bon, ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Alors, vous comprenez, quand on a une idée comme ça, la question est vraiment pas de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. La question est de savoir si elle est importante, intéressante et si elle est belle. Et c'est la même chose en science, c'est la même chose en philosophie, vous savez. Bonsoir, ben oui, on commence bien. Donc c'était Gilles Deleuze qui parlait de façon assez énigmatique, mais ça va s'éclairer par la suite, puisque ce cours, il va le reprendre dans l'abécédaire à ID. Voilà, bonsoir, on vous remercie encore une fois d'être présents régulièrement et aussi nombreux. Donc ce soir, on va rêver, si on peut. Je vais introduire d'abord en quelques mots le thème, puis ensuite je vous présenterai mes invités, puis ensuite on dialoguera après leur intervention. Rêver, ben on en rêve en fait de rêver. Non pas d'aller dormir évidemment, mais plutôt de se laisser aller à l'imagination, à la rêverie, pour pouvoir un instant quitter cette réalité qui souvent est un peu lourde, sinon terrible. Pourtant, dès qu'on parle du rêve lui-même, du rêve nocturne, on se sent un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Quelle merveille! Que de transport, d'émotions, de joie nous a-t-il fait ressentir? Quelle horreur! Que de cauchemars, de suées froides, de terreur, de palpitations, de réveils en sursaut nous a-t-il fait connaître? Car ce qui est embêtant avec le rêve, c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête. Et que nous, pauvres rêveurs, nous le subissons passif avec cette question aussi oppressante qu'une angoisse de poitrine. Mais qu'est-ce que tu signifies? Pourquoi ne dis-tu pas clairement ce que tu veux dire? C'est quoi ces murs lisses sur lesquels j'arrive pas à m'accrocher? Ces tunnels d'où je ne parviens pas à sortir, ces vols en chute libre, ces miroirs où mon visage ne se réfléchit plus, cette araignée qui dessine des lettres inconnues sur mon cou. Devant ces questions, j'ai pris la décision ce soir définitive d'abréger l'attente, donc de vous éclairer tout de suite, comme ça ce sera fini dans 3 minutes. Je vais vous donner la clé des songes. Alors, prenez note, parce qu'on ne vous le dira plus jamais. Alors, voilà la clé des songes. Songer être un arbre signifie maladie. Avoir la barbe rasée signifie tribulation. Boire de l'eau claire signifie plaisir. Broyer ou piler du poivre signifie mélancolie. Chaussures vieilles signifie tristesse. Couper du lard signifie la mort de quelqu'un. Donner un couteau signifie injustice. Je pourrais continuer comme ça parce qu'il y en a des pages et des pages. Alors cet extrait de la physionomie des songes de Jean Thibault, qui est un astrologue lyonnais du XVIe siècle. Vous voyez, aujourd'hui, ça nous fait un petit peu rire. Pourtant, pendant des siècles, c'est comme ça qu'on a effectivement saisi le rêve. On a tenté de voir de quelle autre réalité chaque élément du rêve, par exemple la chaussure, était le symbole, c'est-à-dire la tristesse. Et donc de l'autre, on a aussi essayé de comprendre ce que le rêve disait du rêveur lui-même, en ajoutant même une question supplémentaire. Le sujet sait-il, accepte-t-il, nie-t-il ce que le rêve dit de lui? Ou bien doit-on avoir recours à un interprète?
Alors, on va voir les choses de façon un petit peu plus sérieuse et rigoureuse. Mais d'abord, je vais commencer par quelques citations. C'est toujours bien de citer. La première, elle est double, elle vient du Talmud, au traité Berakot 55a et 57b, pour ceux qui veulent aller voir. Un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Et le second, le rêve est un 60e de la prophétie. Plus loin, le texte précise que tout rêve va d'après la bouche, ce qu'il faut entendre par d'après l'interprétation. Autrement dit, l'interprétation d'un rêve est aussi importante que le rêve lui-même. Et le rêve est également mis en relation, vous l'entendez, avec la prophétie. Or, la prophétie peut avoir rapport au passé, mais aussi au présent et aussi à l'avenir. Donc le rêve donnerait peut-être accès à la réalité de la personne, mais en tout cas, il entretient avec le temps une relation tout à fait bizarre. L'autre citation, je la tire d'un texte classique, enfin que beaucoup ont travaillé, de Eric Robertson Dodds, qui s'appelle « Les Grecs et l'irrationnel », qui a été publié en français en 1977. Voici ce qu'il dit. Deux citations. « Le monde de l'état de veille, c'est-à-dire hypar, a certes certains avantages, comme son aspect concret ou sa continuité, mais ses possibilités sociales sont assez restreintes. Nous n'y rencontrons que des figures connues, alors que dans le monde du rêve, Onar, il est possible d'approcher, ne serait-ce que brièvement, les amis lointains, les morts, les dieux. C'est la seule expérience qui nous soustrait à la tyrannie pénible, incompréhensible du temps et de l'espace. » La seconde citation, je l'adore et j'aimerais bien que ça fasse tilt dans vos têtes jusqu'à demain ou après-demain. Le mythe est le rêve d'un peuple, le rêve est le mythe d'un individu. Je la répète pour le plaisir. Le mythe est le rêve d'un peuple, le rêve est le mythe d'un individu. Voilà. Mais quelles que soient les cultures, de toute façon, le sommeil, le rêve ont toujours intrigué. D'abord parce que le sommeil lui-même, on le verra peut-être tout à l'heure avec M. Nakache, occupe effectivement une part très importante, un tiers de la vie de chacun. Ce qui ne dit rien, sauf si j'ajoute qu'un adolescent de 15 ans, il a déjà dormi 5 ans. Et un senior de 75 ans, il a déjà dormi un quart de siècle. Moi, certainement un peu plus d'ailleurs. Ensuite, parce qu'il ressemble à une petite mort, le sommeil. D'ailleurs, chez les Grecs, par exemple, le dieu du sommeil, Hypnos, est le frère jumeau de Thanatos, c'est-à-dire le dieu de la mort. Donc le plus ancien récit d'un rêve, on le trouve dans l'épopée de Gilgamesh, qui est écrit sur des tablettes d'argile 2000 ans avant Jésus-Christ. Et puis si on va en Égypte, sur une stèle de granit rose qui est placée entre les pattes du sphinx du Gizeh, on trouve le récit d'un rêve du pharaon Thoutmôsis IV, qui a régné entre 1424 et 1416. Et puis dans l'Iliade et l'Odyssée, il y a évidemment beaucoup de rêves divinatoires. C'est vers à peu près le 5e siècle, avant Jésus-Christ, que se développe l'idée d'un rêve qui serait symbolique, c'est-à-dire qui renverrait à quelque chose d'autre que lui-même. Et l'ensemble de ces approches, on les appelle l'oniromancie. Alors, les premières œuvres d'oniromancie sont simplement des tables de correspondance, comme celle que je vous ai lue tout à l'heure, qui établissent un lien fixe d'ailleurs, qui est valable pour tous, entre une image du rêve et puis des signifiés symboliques. Mais en renvoyant un symbole, le rêve dépasse tout de suite le ici et maintenant, et donc il fait signe vers ce qui n'est pas, c'est-à-dire vers le futur, ou vers ce qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'être, donc peut-être le fantôme. Alors fortement ancré dans les croyances populaires, l'oniromancie va être très en vogue jusqu'au Moyen-Âge. Et puis après, au Moyen-Âge, elle connaît une stase qui va durer à peu près 8 siècles. L'étude des rêves est brutalement interrompue au XIIe siècle par l'Inquisition, puisque l'Église catholique condamne la divination par les songes, l'assimilant à la sorcellerie et au satanisme, et pourchasse ceux qui la pratiquent. Aussi, même au XVIIe siècle, l'abbé Thiers, qui faisait autorité dans ces domaines, dans le traité des superstitions selon l'Écriture sainte,
prétend qu'il existait des rêves induits par le diable. Tels sont ordinairement les songes qui portent à l'obscénité, à la colère, à la vengeance, au désespoir, au meurtre ou à quelque autre mal, écrivait-il. Par la suite, à mesure que va s'affirmer l'empire de la raison et de la logique, etc., le rêve sera pris moins au sérieux et il y aura une résurgence, évidemment, avec les romantiques qui vont reprendre possession du rêve. Alors, je ne peux pas vous parler de toute la littérature sur l'oniromancie, parce qu'on serait là jusqu'à la semaine prochaine. Donc, dans les textes de l'Antiquité, j'ai fait quelques prélèvements, des prélèvements de tissus, comme ça vous donnera une idée. Le premier, je le prends dans le traité de diététique, qui fait partie du corpus des œuvres d'Hippocrate, donc le saint, entre guillemets, des médecins. Alors, d'après Hippocrate, le corps, pendant le sommeil, est en repos, et par conséquent, il peut laisser apparaître, par les rêves, les carences diététiques, physiologiques. Par conséquent, le rêve est pris par Hippocrate comme un moyen d'investigation de la santé du corps, se rendre compte de la santé du corps. Deuxième prélèvement, chez Platon. Platon, il parle beaucoup des rêves. Dans tous les dialogues, d'ailleurs, les dialogues de la jeunesse jusqu'au dialogue de la vieillesse. Souvent, il en parle de façon métaphorique, et souvent, il fait le Platon, quoi. Il dit, comme les rêves, c'est des images, les images sont trompeuses, par conséquent, le rêve n'est jamais du côté de la réalité ni de la vérité. Mais je préfère un autre extrait de Platon qui me semble plus important, qui est au livre 9 de la République. Là, c'est quand même assez sidérant. Voici ce qu'il dit le philosophe. Parmi les désirs et les plaisirs, dit-il, il y en a même qui ne sont pas rationnels, mais qui sont quand même acceptables par l'âme, comme le désir des honneurs, par exemple, qui peuvent obtenir le consentement de la raison. Mais il en est d'autres qui semblent aller tout à fait contre la loi et contre la raison. Ce sont les désirs qui apparaissent pendant le sommeil, justement, quand la fonction rationnelle de l'âme est au repos et lorsqu'elle baisse son contrôle sur la fonction désirante et irrationnelle. Je vous rappelle que nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est alors que l'âme désirante, n'ayant plus de frein, ose tout, dit Platon, donne libre cours à sa nature bestiale et sauvage, dit Platon, éventuellement excitée par l'abus d'alcool, etc., et laisse apparaître par les images du rêve les tendances les plus profondes qui sont présentes en chaque être humain, mais qui sont des tendances bestiales, où il y a, dit-il, qui sont faites d'accouplements bestiaux et incestueux, de pulsions meurtrières, de violences sans limite et de pratiques innommables. Petit tour chez Aristote, que j'aime bien. Le stagirite, d'abord, il estime que les rêves ne sont pas du tout envoyés par les dieux. Son argumentation est extraordinaire. Il dit car si les dieux avaient quelque chose à dire aux hommes, ils leur diraient quand ils sont bien éveillés, et ils choisiraient surtout avec soin les destinataires. Mais il ajoute des choses plus importantes. Même si durant le sommeil, on ne perçoit rien, on n'écoute rien, on ne voit rien, dit-il, il n'en reste pas moins que pendant le rêve, les sens sont agités par des stimuli, et donc le rêve est une expérience, dit-il. Cette activité que nous appelons rêver n'appartient ni à la faculté d'opinion, ni à celle de l'intelligence, ni même à la sensation proprement dite. Aristote propose de la faire remonter à l'imagination, fantasia, en tant que prolongement de la sensation. Donc les rêves sont des activités de l'imagination face au monde, ils ont un certain sens et, dit-il, ils peuvent faire l'objet d'une étude objective, il ne dit pas phénoménologique, mais presque, il dit qu'ils peuvent faire objet d'investigation psychologique. Après, je vais faire des petits tours aussi chez des gens qu'on connaît un petit peu moins. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Artémidore de Daldis. Alors, Artémidore de Daldis, peut-être que vous n'en parlez pas tous les matins au petit déjeuner, mais il a écrit une œuvre capitale qui s'appelle L'Onirocritique, qui est publiée en français, d'ailleurs chez Vrin, qui s'appelle La Clé des songes. Alors, c'est une œuvre invraisemblable, puisqu'elle condense à peu près 3000 rêves, et c'est un grec qui faisait comme métier d'être devin. Mais il a, dans cette œuvre capitale, il a répertorié 3000 rêves, il a répertorié aussi les classifications typologiques, disant qu'il y a des rêves symboliques, des rêves allégoriques, des rêves prophétiques, des rêves fantastiques, des rêves diurnes, des cauchemars. Il classifie les images
les dieux, les animaux, les parties du corps, les objets naturels, les noms, les chiffres, les êtres fantasmatiques, etc. Et ça apparaît plus que comme le premier dictionnaire des rêves. On y lit que les images, c'est ça qui est important, que les images particulières de rêve n'ont pas un sens symbolique préétabli, mais doivent être interprétées en tenant compte de la personnalité unique du rêveur. Permettez-moi une troisième et rapide incursion chez un autre de nos amis qui s'appelle Aristandre de Thelmès, avec lequel vous ne déjeunez pas non plus, et qui est le devin préféré d'Alexandre le Grand. Alors, il ne dit pas de bêtises pourtant, parce que lui, ce qu'il ajoute, nous sommes au temps d'Alexandre le Grand, que ce qui est important, c'est le texte même du rêve, qu'il interprète en tenant compte des mots, des assonances, de l'analyse verbale, des procédés logiques et paralogiques, des analogies mécaniques. Et je vous cite ce mot d'Aristandre de Thelmès, en 322 avant Jésus-Christ, il était à côté d'Alexandre. Alors Alexandre s'apprêtait à assiéger la ville de Tyr, mais il lui raconte qu'il avait fait un rêve d'un satyre qui dansait sur son bouclier. Et le Macédonien semble très inquiet de la possible signification de son rêve, et Aristandre de Thelmès, je ne parle pas de Jacques Lacan, mais de Aristandre de Thelmès, il lui dit, mais attention, satyros, ça peut signifier tyros, c'est-à-dire Tyr est à toi, c'est-à-dire tu vas gagner la bataille et tu vas conquérir Tyr. Voilà, que disent ces prélèvements? J'arrête là. Je les rappelle un peu. Le rêve comme symptôme des maux du corps. Le rêve comme temps qui ne correspond pas à notre temporalité. Le rêve comme variante de la fonction imageante. Le rêve comme texte. Le rêve comme expression de désir refoulé. Ça vous fait penser à rien? Pour savoir ce que rêver veut dire, on se met volontiers, évidemment, aujourd'hui à l'écoute de la psychanalyse, mais aussi, depuis quelques décennies, depuis les années 50, en gros, depuis la découverte des fonctions du sommeil, la découverte des mouvements rapides des yeux, du sommeil paradoxal, de Michel Jouvet, je crois, si je ne me trompe pas, ben on s'intéresse aussi beaucoup à la neurologie pour dire ce qu'elle a à nous dire là-dessus et aux neurosciences. Et c'est pour ça que nous avons invité un psychanalyste et un neurologue. Mais en termes plus philosophiques, on va reprendre tout à l'heure, on peut dire que le fil de toute cette histoire, c'est l'idée que le rêve a un sens, qu'il dévoile l'avenir, pensait-on, qu'il révèle notre passé, pense-t-on, et qu'il a donc besoin d'une interprétation, et que s'il restait lettre morte, ben, il donnerait qu'une connaissance lacunaire de nous-mêmes. Mais qui peut dire qu'il se connaît grâce à ses rêves, fussent-ils interprétés de manière magistrale? On a d'abord scruté le rêve pour y décrypter les messages de puissance non humaine, d'altérité indomptable, dans le but d'échapper à leur emprise ou d'en suivre fidèlement les décrets, qui sont d'ailleurs écrits en une langue pour laquelle les humains n'ont pas de dictionnaire. Mais s'il a toujours fasciné, n'est-ce pas parce qu'il met l'individu devant cet inconnaissable qu'il est pour lui-même, cet autre qu'il est pour lui-même, ce manque, cette fissure, cet angle mort, ce point aveugle qui l'empêche de coïncider avec lui-même, autrement dit d'être identifiable. Le rêve est la modalité la plus pacifique avec laquelle chaque personne accueille en elle l'étranger ou l'étrange. Une parole autre, la lettre que je n'ai pas pu ni su lire ni écrire, un mode d'être parfois incompréhensible dont j'ai la garde et qui fait de moi ce que je suis, avec mes manques, mes zones d'ombre, les squelettes qui sont dans mes armoires, mon ignorance, mes incertitudes, mes fêlures, mes aspirations, mes hantises, mes enthousiasmes et mes secrets. En ce sens, le rêve ne véhicule rien de mystérieux ou d'hermétique. Il est problématique, certes, mais comme est problématique la condition humaine et l'existence de chacun, laquelle n'est pas un diamant pur et dur, car sur un diamant ne pousse aucune fleur, mais une terre meuble, aérée, faite d'argile, de limon, de pauvres cailloux et de substances inconnues. D'ailleurs, un psychanalyste serait-il vraiment déçu si un patient lui disait « Je ne vous raconterai aucun rêve, je ne me souviens d'aucun d'eux, mais je vais vous en inventer un ».
Ben, je crois qu'il ne serait pas déçu, car il sait que l'imagination d'une personne ne peut rien créer qui ne soit issu de ce qu'il est, avec ses trouées, avec ses manques, ses éclairs, ses paralysies et ses mystères, qui soit issu de ce qu'il croit être et de ce qu'il ne sait pas être, qui ne viennent, autrement dit, de la matière des rêves dont nous sommes faits, comme le disait Shakespeare donc dans La Tempête. Voilà, merci. Et je vais vous présenter maintenant mes invités. Donc, à ma droite, Isabelle Alfondari, donc, qui est professeure de littérature américaine et théorie critique à l'Université Sorbonne Nouvelle. Elle travaille au carrefour de la littérature des mondes anglophones, de la poésie, de la philosophie et de la psychanalyse. Elle a été professeure invitée dans de très nombreuses universités, Boston College, Cornell, Brown University, et ainsi de suite. Elle a donné des conférences à Columbia, à Princeton, à Londres, à Santiago du Chili. Et jusqu'en 2019, elle a été présidente de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie, où elle a d'ailleurs œuvré à la pérennisation de la mémoire orale avec le soutien de l'INA, qui a pu mémoriser ainsi près de 4000 heures d'enseignement audio. Elle a également des responsabilités éditoriales, et là où elle a dirigé la revue Rue Descartes, ainsi que la collection Totem et Tabou aux éditions Le Bord de l'Eau, puis elle est membre de la Société de psychanalyse freudienne, la SPF. Elle a écrit près d'une centaine d'articles que je ne vais pas évidemment vous citer, mais quelques livres seulement. Derrida-Lacan, l'écriture entre psychanalyse et déconstruction, Le risque de la lettre, lecture de la poésie moderniste américaine, La littérature sans condition, Science et fiction chez Freud, quelle épistémologie pour une psychanalyse. Au milieu, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Nakache, qui est ancien interne des hôpitaux de Paris et professeur des universités, praticien hospitalier, neurologue, chercheur. En 2010, il est nommé professeur de médecine en physiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et la moelle épinière et en 2013 a été membre du Comité national d'éthique. Ses travaux sont situés plutôt entre l'exploration des propriétés psychologiques et des bases cérébrales de la conscience. Il a aussi été essayiste et chroniqueur avec beaucoup de succès sur France Inter lorsqu'il a présenté la série Parlez-vous cerveau, qui était conçue d'ailleurs par votre femme Karine, je crois. Voilà. Quelques livres qui vous diront tout de suite ses intérêts. Le Nouvel Inconscient, Freud, Christophe Colomb et les neurosciences. Perdons-nous connaissance, de la mythologie aux neurosciences. De quoi prenons-nous conscience, exercice de la neuroscience-fiction. Un sujet en soi, les neurosciences, le Talmud et la subjectivité. L'homme raisonnable, du microcosme cérébral au microcosme social. Le chant du cygne, avec un S. Aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes. Parlez-vous cerveau, nous sommes tous des femmes savantes. Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, que j'avais adoré, je me rappelle. Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde. Et puis à ma droite, Charlotte Casiraghi, que je ne veux pas présenter, et qui, elle, va présenter un autre invité qu'on appellera l'invité invisible. Donc Charlotte, je te passe la parole tout de suite. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours, en pensant à la soirée de ce soir autour de ce thème magnifique, rêvé, je me suis dit, en discutant avec Robert, qu'il manquait quelqu'un ce soir parmi nous qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et cette personne était une amie très chère, une amie des rencontres, qui nous a quittés il y a 5 ans. C'est Anne Dufourmentel. Elle a donc fait partie de notre jury et avait activement contribué à construire l'âme de ces rencontres avec nous. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, ont eu la chance de l'écouter lorsqu'elle était venue à Monaco. Donc je vais d'abord vous présenter Anne, car c'est en quelque sorte aussi une de nos invitées ce soir, et ensuite porter ses mots en vous lisant quelques courts extraits de son très beau livre « Intelligence du rêve ». Donc Anne Dufourmentel était docteure en philosophie
et a soutenu sa thèse sur la vocation prophétique de la philosophie. Elle était diplômée de Brown et enseignait à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette, mais aussi à l'Institut des hautes études en psychanalyse et à l'Université de New York. Et à partir de 2007, à la demande de Robert, elle a travaillé au journal Libération en publiant régulièrement une chronique. Elle a aussi collaboré à de nombreuses revues et nous laisse une œuvre importante à la croisée de la philosophie, de la littérature et de la psychanalyse. Je cite quelques-uns de ses ouvrages. En 1997, elle publie De l'hospitalité avec Jacques Derrida, La sauvagerie maternelle en 2001, La femme et le sacrifice, d'Antigone à la femme d'à côté en 2007, Éloge du risque en 2011 et Intelligence du rêve en 2012, et aussi Puissance de la douceur en 2013. Elle a aussi publié 2 romans, L'envers du feu et Souviens-toi de ton avenir. Il est difficile de résumer l'œuvre de Anne Dufourmentel en quelques mots, tant il faut la lire et entendre ces mots pour en saisir la puissance singulière. Ces livres ont cette capacité de provoquer un retournement du temps, une conversion, parfois un profond changement de regard sur soi et sur le sens même de l'expérience humaine. Sa grande force était sa délicatesse et cette capacité de saisir les variations et les nuances les plus infimes de la vie sensible. Ses écrits avaient, ou ont en tout cas toujours, ce pouvoir d'enchantement, car ils ont justement cette texture du rêve et sont empreints d'images poétiques, d'une musicalité très particulière, qui crée un espace de résonance sensible qui permet de faire hospitalité à la parole blessée, à nos fragilités et à ce qui peut fissurer nos représentations trop conceptuelles. Elle a, en ce sens, renouvelé l'approche de la psychanalyse et de la philosophie en les rendant moins prisonnières de la technicité de leur langage et davantage peut-être capables d'approcher au plus près ce qui nous meut au plus intime de nos vies. Donc, dans Intelligence du rêve, elle voyait le rêve comme instrument majeur d'une transformation de soi. Elle disait, on peut rendre fou en nous empêchant de rêver. On peut aussi sauver sa vie en écoutant ses rêves à temps. Le rêve peut donc être l'occasion d'un retournement inédit, si on sait lui faire hospitalité et le percevoir comme autre chose que le simple révélateur de nos fantasmes ou de nos projections inconscientes. Le rêve nous lie au monde, au réel, au sensible, à la vérité, au langage, au vivant. Le rêve est pure intelligence, disait-elle, dans un sens platonicien, une intelligence du monde et, je la cite, un lieu en moi où puisse s'espérer le temps. Un rêve agit parce qu'il rend poreux le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, et en refusant toute binarité, il devient le royaume de l'entre-deux et du déplacement du sens. Pour elle, les rêves sont bien plus vastes que le moi, mais une intelligence perceptive et sensible qui permet des points de passage et de connexion inédits. Ils ouvrent donc un monde où les frontières relient plus qu'elles ne séparent. Et donc j'ai choisi de vous lire quelques extraits à la suite qui, j'espère, vous ouvriront à cette intelligence du rêve et à sa promesse. On croit vivre ailleurs que dans ses rêves. Mais faisons l'hypothèse inverse. Nous ne les avons jamais quittés. Nos rêves nous veillent. Le rêve est pure intelligence. La condition humaine nous invite à l'hospitalité envers ce nouveau rapport au monde qui vient dans le sommeil à notre rencontre. Notre tâche serait de reconnaître qu'il n'est pas seulement le chiffre secret de notre désir, mais qu'en intelligence avec le réel, il instruit notre être dans la nuit de notre sensibilité. Ce que peut le rêve est immense. Réparer, se remémorer, prophétiser, écouter, mettre en garde, terroriser, apaiser, dévoiler, libérer. Et nous permettre d'oublier.
Le rêve est un mode singulier de présence. Ce qu'il dépose en nous des êtres vivants ou disparus, animaux, objets, lumière, espace, à la force d'une apparition. La question est de savoir si nous pouvons l'accueillir, atteindre à une proximité avec l'énigme onirique du monde. Si nous pouvons admettre ce à quoi le génie du rêve appelle une conversion. Tu cours sur une digue, une vague immense s'annonce à l'horizon. La nuit vient. Peut-être rêve-t-on à seule fin d'éprouver cela, être survivant. La ligne du rêve est une ligne de front. D'une guerre inconnue, il est le messager. Aller à la rencontre d'un rêve, c'est accepter de traverser les lignes ennemies avant de pouvoir faire alliance. C'est entrer dans un territoire peuplé des vestiges d'une guerre passée sous silence, dont les échos fabriquent la réalité présente et à venir. Ici, l'ennemi, ce sont nos peurs, nos compromissions, nos dénis, mais aussi nos loyautés familiales, nos conditionnements sociaux, l'histoire qui nous traverse. Ici, la guerre est un conflit retranché de la conscience du sujet, dont l'identité des protagonistes lui échappe et dont il ignore l'enjeu et la cause. Le rêve est un acte de résistance dans cette guerre. Il informe le rêveur au péril de sa vie psychique, contournant les censures et les interdits. Ici, la ligne de front est la recherche de la vérité, parce que le rêve en déplace radicalement la question. Il y fait signe par d'autres voies que le rêveur mobilise habituellement dans sa vie. Les raisons qu'il donne à ses choix, ses désirs, ses craintes. La vérité, c'est toujours ce qu'on peut craindre de pire. L'ouverture à laquelle elle nous appelle met à terre nos alibis, excuses, idioties. Elle nous terrifie. C'est pour cette raison même que le cauchemar, épreuve de terreur, doit être appréhendé non comme le contraire même de la vérité, mais comme sa traduction la plus directe. Le nouveau-né est ouvert en deux par une lame. Une foule autour t'empêche de le prendre dans tes bras. L'enfant se met à parler. Parce qu'il a parlé, tu sais qu'il est sauvé. Pas de rêve humain sans passage au récit. L'humanité du rêve, c'est son devenir récit, puis sa transcription littéraire. C'est en quelque sorte une onirographie. Grâce à l'un et à l'autre, nous faisons du rêve une histoire qui nous appartient. Le rêve déplie le paysage. Il fait surgir sous les pas de villes inversées des obliques dans un chemin réglé, de fugitives fenêtres, des ramures d'arbres parcourus d'animaux inconnus. Ce paysage est le nôtre, et pourtant nous le tenons pour absolument non familier. Il y a des rêves douloureux, semblables à des chagrins d'amour lorsque l'être aimé s'éloigne et que l'on assiste impuissant à sa désertion. Le paysage se vide progressivement de toute pesanteur, et la lumière semble venir du dedans même des choses, parlant de leur absence pourtant, de la lumière assourdie par l'eau. Et faire droit à cette présence paradoxale du monde que nous accorde le rêve, ce n'est pas uniquement se refermer sur l'ici et maintenant, qui sont les adverbes du fantasme, sur le quotidien, mais être débordé, déplacé par quelque chose qui nous précède et nous désarme. Peut-être est-ce ce rapport spirituel qui déplace de l'intérieur toute certitude. Nous avons donné à la technique des moyens de disposer de nos désirs, de réguler nos besoins et d'anticiper nos visions, c'est-à-dire de nous penser. Comment reprendre la main ? Nous serons maintenant en quête de légitimité et c'est notre souveraineté qu'il a fallu sacrifier sur l'autel de notre désir de conquête. Il n'y a rien à regretter, sauf peut-être que ce monde ne risque de n'avoir plus d'humain que le nom, tant la valeur de la vie risque d'être rapportée à celle d'un souffle, d'une empreinte en voie d'effacement. Que peut le rêve ? La question
est plus que jamais crucial. Avec la capacité de rêver, l'humain convoque une intelligence aussi vaste de la perception qui déborde de toute part la conscience. Ce qui informe l'intelligence du rêve et dont les anges et les génies sont des figurations tardives et magistrales est un appel sans cesse renouvelé à une conversion dont les possibilités de création seront toujours un défi à la fermeture programmée des horizons illimités. Merci. Alors c'est vrai que c'est difficile de prendre la parole après les mots d'Anne Dufourmentel qui résonnent en nous. Alors moi je dirais 2-3 petites choses au sujet de rêver, du rêve. Et je vais surtout parler du rêve nocturne, parce qu'on pourrait aussi parler de la rêverie, de la fantaisie, voilà, qui est encore une autre question peut-être. Mais le rêve nocturne, on l'a dit, c'est une activité humaine, et d'ailleurs, si j'ai bien compris, pas seulement humaine. Hein, je crois qu'un certain nombre d'animaux rêvent, les chats rêvent, les grands mammifères rêvent, hein, d'un genre tout à fait particulier. C'est une activité involontaire. Freud a dit du rêve que ce qui le caractérise, c'est précisément que le rêve a lieu lorsque le moi, d'une certaine manière, s'inhibe, que la dimension de la volonté s'inhibe. Alors là, le rêve, celui dont parle aussi Deleuze, prend le pouvoir, d'une certaine manière, sur le corps et le psychisme du sujet. C'est une expérience humaine, Robert l'a rappelé, qui questionne depuis la plus haute antiquité et auquel les sociétés et les cultures ont donné des réponses en fait assez différentes. Alors je voudrais en évoquer rapidement 3 manières de penser le rêve. Bien sûr, l'essentiel de ma présentation, ce sera un peu autour de ce qu'est le rêve et l'activité onirique pour la psychanalyse. Mais peut-être avant, je voudrais quand même dire quelque chose de la manière dont les philosophes ont pensé le rêve, et je ferai des échos, et peut-être je répéterai certaines des choses qu'a pu dire Robert. Et puis pour finir, je voudrais voir comment une anthropologue pense le rêve pas du tout comme un événement psychique, mais plutôt comme un événement communautaire. Donc il y a des manières très différentes de penser le rêve, en fait, depuis la plus haute antiquité et même contemporaine. Alors, j'étais très frappée par les mots de Deleuze et en préparant cette petite intervention, je me suis rappelée aussi de ce que disait un autre philosophe contemporain de Deleuze qui s'appelle Jean-François Lyotard et qui a écrit un superbe article sur le rêve dans l'Encyclopédia Universalis, où il définit, et qui est à la fois un très bel article parce qu'il est très simple à lire et en même temps extrêmement savant sur cette question, et où il rappelle que le rêve est une expérience paradoxale, que ce qui définit le rêve, au fond, c'est la dimension du paradoxe, puisque c'est à la fois une expérience, on pourrait dire, universelle, depuis un âge très jeune, très précoce, les enfants rêvent, ils racontent à leurs parents leurs rêves en se réveillant, presque à partir du moment où ils parlent. Donc c'est une expérience très largement universelle et à la fois, dit Lyotard, extrêmement singulière. Singulière parce que même si le rêve est universel, c'est une expérience presque incommunicable. À partir du moment où on raconte ce dont on a rêvé la veille, cet après-midi, on se heurte presque nécessairement pour soi-même à l'absurdité de ce qu'on raconte. Et on se demande bien ce que ça raconte. Donc à la fois on le vit tous, cette expérience-là, mais sans pouvoir en dire grand-chose qui fasse sens. Et c'est sans doute pour ça que, même s'il y a des positions un peu contrastées, dans l'histoire de la philosophie notamment européenne et ce qu'on appelle la métaphysique, il y a quand même des attitudes, disons, très critiques par rapport au rêve. Et à l'activité onirique. Il y a comme une critique philosophique du rêve qui est presque aussi vieille que l'histoire de la métaphysique, comme l'a rappelé, même si c'est un petit peu contrasté, mais comme l'a rappelé Robert tout à l'heure. Rêver, c'est considéré comme une activité parfois inutile, et en tout cas, c'est toujours considéré comme ce que dit Deleuze, c'est-à-dire c'est toujours du côté d'une certaine crainte, d'une certaine menace, le rêve, et notamment une menace contre la rationalité, contre l'éducation des gardiens de la cité. Hein. C'est dangereux de se laisser aller à cette divagation, disons, du rêve. On sait que Descartes, par exemple, dans les méditations métaphysiques, se sert de l'argument du rêve pour montrer le caractère incertain des informations données par les sens. Le rêve, c'est donc un fauteur de troubles dans le champ de la conscience et dans le champ, disons, de la rationalité. Il y a de très belles lignes de Descartes, je ne vais peut-être pas en lire parce qu'on va passer, mais sur le rêve, notamment dans les méditations métaphysiques. Descartes, il est quand même très intéressant
comme penseur au fond de l'onirisme, du rêve, parce que même si pour lui le rêve est un fauteur de troubles, hein, bien entendu, dans la fondation d'une science possible, d'une certitude possible, il est aussi le premier Descartes à penser dans l'histoire de la tradition européenne le rêve comme un événement intégralement psychique. Donc d'une certaine manière, très en amont de Freud, il pense le rêve comme congédiant définitivement, disons, on pourrait dire, toute forme de vision. C'est un événement interne, c'est ce qu'il appelle, lui, le théâtre du dedans, le rêve. Et ça, c'est aussi vieux que Descartes. Alors on sait que d'autres penseurs de la tradition, notamment Hegel, s'intéressent au rêve, mais d'une certaine manière pour le critiquer comme une connaissance qu'il appelle partielle et non liée, donc non totalisable, non synthétisable, au fond non fiable. Le rêve, il est considéré comme faux parce qu'il est partiel, parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Il est finalement, il manque d'objectivité et il manque l'objectivité. Il manque la réalité, la vérité. Il n'est pas communicable. Il est, comme dit Lyotard, un échec majeur, constant et irritant du logos. C'est quand même une formule intéressante. Finalement, il gêne un peu les philosophes, en tout cas les philosophes de la tradition qu'on appelle métaphysique. Le rêve, au fond, et ça c'est vrai depuis Platon, il est du côté des poètes. On veut bien abandonner le rêve aux poètes. Le peu de réalité, comme dira le surréalisme, du rêve, ça va pour les littéraires, mais au fond, pour le discours du savoir, le logos, le rêve, il est très problématique. Alors, il y a quand même un tournant. Il y a un nom dans la liste des noms que tu as énoncé qui était un certain nombre de noms tout à fait passionnants, mais il y a un nom quand même, à mon avis, qui fait tournant dans l'histoire de la métaphysique et qui, au fond, annonce déjà un peu le nom de Freud, c'est le nom de Nietzsche. Nietzsche, c'est un penseur du rêve, qui est pourtant, lui, un penseur dans la tradition européenne, mais qui écrit quelque chose comme, je cite, « Rêver sa vie, c'est ce que j'appelle être éveillé ». Rêver sa vie, c'est ce que j'appelle être éveillé. Nietzsche, c'est déjà quelqu'un qui va précéder Freud. D'ailleurs, Freud s'en défend un peu, mais il se méfie de trop lire Nietzsche parce que ça va trop l'influencer. Mais c'est quelqu'un qui pense le rêve comme étant, consistant avec, inséparable, au fond, de l'expérience de la pensée. Et Nietzsche, c'est celui aussi qui dit « le tout de la pensée, ce n'est pas la rationalité ». Il y a bien une autre dimension de la pensée, aussi importante, si ce n'est plus importante que la pensée rationnelle, et qui est une autre dimension dont le rêve fait partie. Alors, au fond, l'événement Freud par rapport au rêve, et tu as tout à fait raison, c'était très clair et très frappant de voir qu'au fond, Freud est allé aussi puiser dans la tradition, sans le dire forcément tout le temps, mais ce qui fait l'événement Freud, il me semble, c'est deux choses. C'est d'abord de fonder une science sur le rêve. La psychanalyse, Freud veut la fonder comme science, même comme science de la nature, alors il ne parvient pas forcément, mais il veut fonder une science sur ce qu'il y a de plus allusif, plus filandreux, plus insaisissable que le rêve. Il soutient ce qu'on appelle l'hypothèse de l'inconscient, et il dit, au fond, la seule preuve véritable qu'on en a, bon, c'est les actes manqués, c'est les lapsus, mais c'est le rêve. Bon. Donc fonder une science sur le rêve, avant lui, on ne l'avait pas fait, me semble-t-il, et rendre raison, disons, au rêve. Rendre raison du rêve, rendre raison au rêve, réhabiliter l'activité onirique dans le champ de la science, pour dire le rêve est tout sauf anecdotique, le rêve, il a une écriture particulière, tu l'as dit, le rêve, il a une grammaire, comme dit Derrida, qui chaque fois est différente. Le rêve, c'est chaque fois un coup de dé. Au fond, un rêveur, il ne peut jamais se satisfaire de son activité onirique en disant « moi je connais bien ma grammaire personnelle », parce que finalement, chaque rêve, c'est un nouveau hiéroglyphe, c'est une nouvelle séquence grammaticale à déchiffrer. Alors, Freud, il va faire, à mon avis, une chose importante par rapport au rêve, quand même, c'est qu'il va en proposer une lecture dans un texte très célèbre qui s'appelle « L'interprétation du rêve », qui est sûrement, on le disait tout à l'heure, le texte le plus important de l'histoire de la psychanalyse, qui paraît en 1900. C'est le texte le plus important de Freud. Au fond, s'il fallait ne conserver qu'un seul texte, il faudrait se rendre à ce texte, re-regarder ce texte à nouveau. C'est un texte très intéressant où Freud raconte beaucoup de ses propres rêves, analyse beaucoup de ses propres rêves. Il analyse des rêves de ses patients, des rêves de patients de ses collègues, mais beaucoup de ses propres rêves. Le premier grand rêve freudien, l'injection faite à Irma, que Freud analyse dans l'interprétation du rêve, c'est un rêve de Freud, un rêve à Freud lui-même, si j'ose dire.
Et ce que Freud soutient dans l'interprétation du rêve, c'est que même les rêves les plus bizarres, les plus insensés, dont il ne reste que quelques lambeaux, sont strictement interprétables, si on les soumet à une certaine logique qui l'explique. Il soutient ça, il soutient ce qu'on pourrait appeler le principe d'interprétabilité intégrale du rêve, jusqu'à un certain point qu'il appelle l'ombilique du rêve, un lieu au-delà duquel on ne peut pas aller. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile d'interpréter ses rêves, ce que Freud, mais c'est possible. Et d'ailleurs, Freud conserve des cahiers de ses propres rêves. Certains de ses patients vont conserver des archives de leurs propres rêves. Et Freud dit qu'on peut retourner à ces cahiers de rêves longtemps après l'événement onirique. Et d'ailleurs, si vous en avez déjà fait l'expérience, si vous noircissez une page de cahier un matin, et que 3 jours après vous relisez cette page, il ne vous en reste rien. Peut-être qu'un neurologue nous dira pourquoi. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas la même inscription mémorielle du rêve que la mémoire d'un événement. Voilà. Mais on peut retourner au rêve, et Freud soutient qu'on peut parfois interpréter le rêve longtemps après son expérience. Et alors, Freud va prendre le contre-pied d'un certain nombre d'intuitions ou d'idées reçues, disons, de la tradition concernant le rêve. D'abord, pour Freud, le rêve ne relève pas d'une symbolique universelle. Donc, il va congédier tous les dictionnaires de rêves et toute l'oniromancie, disons, qui l'a précédé, même s'il y a des rêves typiques, dit Freud, le rêve de la nudité, le rêve de la mort des parents, il y a des rêves, les cauchemars d'examens ratés alors qu'on les a réussis, il existe des rêves typiques, mais Freud dit chaque rêve, encore une fois, est singulier, singulier au rêveur, singulier au moment, à l'espace-temps dans lequel se trouve le rêveur. Et puis, Freud va soutenir une autre chose contre la tradition, disons, de l'oniromancie, c'est que le rêve n'est pas annonciateur. Freud dit le rêve n'annonce rien du tout, il n'annonce rien. Le rêve, dit Freud, est le visage exact du passé. Le rêve nous renseigne sur un passé très ancien, dont Freud nous dit que c'est notre passé sur lequel il s'est passé une amnésie, le passé de la très très petite enfance. C'est sur l'infantile, dit Freud, que renseigne d'une certaine manière le rêve. Le rêve est donc le reflet d'un passé enfoui auquel, au fond, le rêveur n'a plus d'accès, à part le rêve qui est porteur d'un message. Alors, Freud va définir, ça c'est très connu, le rêve comme l'accomplissement, dit Freud, hallucinatoire d'un souhait inconscient. L'accomplissement hallucinatoire d'un souhait inconscient. Et donc, et Freud soutient cette thèse, y compris contre les rêves d'angoisse, parce que certains de ses contempteurs, certains de ses, y compris disciples qui s'opposent à lui, vont lui dire, mais enfin, comment soutenir qu'un rêve d'angoisse, notamment ce fameux rêve que vous avez tous fait, que vous ratez votre diplôme, l'examen qui valide votre diplôme, alors même que vous êtes détenteur d'un diplôme. Freud soutient, malgré tout, on pourrait y revenir, que ça ne contredit pas la théorie générale du rêve, à savoir que même un tel rêve permet sans doute d'étancher une culpabilité, peut être pris dans un désir de consolation, de réconfort, que, y compris les cauchemars, disons, sont des réalisations hallucinatoires d'un souhait, dit Freud. Et donc rêver, en fait, pour Freud, c'est se communiquer à soi-même quelque chose. C'est se parler à soi-même. Le rêveur, il s'adresse à lui-même dans le rêve, et d'ailleurs Freud dit, dans le rêve, le rêveur est tous les personnages de son rêve. Donc quand vous rêvez que quelqu'un vous a fait quelque chose, en fait, le quelqu'un, bien sûr, si j'ose dire, n'y est pour rien, en tout cas dans votre rêve, tous les personnages du rêve, toutes les actions, tous les objets du rêve renvoient, d'une certaine manière, uniquement au rêveur. Le rêve a un message, dit Freud, qu'il adresse au rêveur, mais qu'il adresse aux rêveurs, notamment adultes, de manière extrêmement défigurée. Parce que ce que Freud soutient, c'est que le rêve a souvent un contenu qu'on pourrait appeler sexuel infantile, qui est soumis, disons, à ce qu'il appelle la censure. Et Freud fait la différence entre les rêves d'enfants, qui sont des rêves immédiatement interprétables. Il y a beaucoup de rêves d'enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants parmi vous, autour de vous, des enfants qui ont par exemple, c'est l'exemple freudien, auquel on a refusé un cornet de glace ou des fraises en dessert, et qui s'endorment et rêvent de manger la glace ou les fraises qu'on leur a refusées. Bon. Là, dit Freud, la censure n'intervient pas. Dans le rêve d'adulte,
la censure intervient, qui empêche d'une certaine manière le rêveur de communiquer à lui-même ses souhaits les plus secrets. Et donc le rêve va être l'objet de ce que Freud appelle un travail de défiguration. Par différents mécanismes que Freud appelle le travail du rêve, de déplacement de condensation, le rêveur va se communiquer à lui-même sous une forme très défigurée, très déplacée, un contenu qui est le message du rêve. Et c'est la fameuse opposition entre ce que Freud appelle le contenu latent du rêve, c'est-à-dire sa langue profonde, son message, et le contenu manifeste qui peut vous paraître complètement incroyable. Souvent, quand on se raconte à soi-même ses rêves, on n'y comprend pratiquement rien. Voilà. Alors Freud interprète les rêves, enfin fournit des manières d'interprétation du rêve, même s'il faut dire, c'est très important, qu'aucun rêve ne peut être interprété sans le rêveur. Donc même le psychanalyste le plus génial de la planète, Freud lui-même, Jacques Lacan, n'interprète rien sans le rêveur ou contre le rêveur. Le seul capable de rendre compte de son rêve, c'est le rêveur. Alors, et ça c'est très très important. Et je pense que c'est ça aussi qui fait dire à Deleuze que le rêve contient un pouvoir extrêmement violent, d'adresse. On peut même entendre ce que dit Deleuze depuis ce que raconte Freud, d'adresse à soi, d'une adresse qu'on ne peut pas complètement embrasser et qui est adressée à soi-même. Il y a une division, quand tu parlais de l'étranger, le fait que le rêve c'est une manière d'ouvrir, d'embrasser l'étranger, oui, mais au sens freudien, c'est l'étranger qu'on a en nous-mêmes. Le plus étranger, le plus autre, le plus inquiétant, comme dit Freud, c'est le familier, c'est moi-même, auquel je n'ai pas accès. Et le rêve est précisément cette voie royale à l'étrangèreté en soi. C'est pour ça qu'il est considéré par Freud comme ce que Freud appelle un texte sacré, pour la psychanalyse, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus sacré. Et d'ailleurs, parfois, alors c'était très intéressant quand tu disais « Que dirait un psychanalyste dont le patient lui dirait « Je n'ai aucun rêve à vous communiquer », il dirait rien. Et puis tu ajoutais « Je ne vais vous communiquer que des rêves inventés ». C'est très intéressant parce que Freud a cette intuition que les rêves inventés ont la même valeur que les rêves. Et notamment les rêves inventés par les écrivains. Il dit un rêve fictionnel, un rêve d'écrivain dans un roman, ça a la même valeur onirique, c'est un témoignage aussi intéressant psychiquement qu'un rêve nocturne. Donc finalement, les rêves inventés, ils sont, parce que ce n'est pas facile d'inventer un rêve, si on y réfléchit. Ce n'est pas très facile. Voilà. Et donc ça aurait pratiquement la même valeur. Alors, je vous dis juste comment Freud dit qu'on interprète un rêve, parce que on pourrait se dire, bon alors comment font les psychanalystes, qu'est-ce qu'ils apprennent? Bon, déjà, les analystes, ils ont surtout interprété leurs propres rêves, essayé de comprendre quelque chose à leurs propres rêves en les énonçant. Mais Freud a une technique, voilà ce qu'il dit. Je vous lis sa technique d'analyse du rêve. C'est dans le chapitre 7 de l'interprétation du rêve. Il dit « Lors des analyses de rêve avec des patients, j'ai l'habitude de soumettre à l'épreuve suivante, sans que jamais ça échoue, cette position que je défends. Quand le compte-rendu du rêve m'apparaît d'abord difficilement compréhensible, je demande au rêveur de le répéter. Et ceci est rarement fait dans les mêmes termes. Mais les endroits où le rêveur a modifié la formulation m'ont ainsi été désignés, dit Freud, comme les points faibles de déguisement du rêve. Et je m'en sers comme Hagen se sert du signe brodé sur la tunique de Siegfried. C'est à cet endroit-là que l'interprétation du rêve peut s'engager. Le narrateur a été averti par ma demande que je songe à m'employer de toutes mes forces à trouver la solution du rêve. Il protège donc rapidement, sous la pression de la résistance, les zones faibles du déguisement du rêve en remplaçant une expression révélatrice par une autre plus éloignée. Ce faisant, il me rend attentif à l'expression qu'il a laissée tomber. Le rêve, donc, dit Freud, s'interprète dans la répétition. On ne peut entrer dans un rêve, en tout cas dans l'analyse, que par la répétition, en tout cas c'est un moyen assez sûr, et ne s'interprète que par la maille qui file. C'est là, dit Freud, que quelque chose de la censure est venu d'une certaine manière défendre de manière excessive ce que peut-être celui qui écoute aurait eu l'intuition d'investiguer, et c'est par là qu'on commence. Voilà, peut-être vous pourriez vous y adonner vous-même. Alors, juste pour avancer et m'approcher de la fin de ce que je veux dire qu'après Freud, un psychanalyste qui est un de ses élèves, qui s'appelle Sándor Ferenczi, a soutenu que les rêves, dans certains cas, et notamment les rêves traumatiques,
les rêves notamment des blessés, des soldats de la Première Guerre mondiale, avaient pour fonction de réparer les rêveurs. Que le rêve traumatique n'est pas exactement comme les autres rêves, n'est pas tout à fait un cauchemar. Et les rêves traumatiques, on peut en faire si on fait une chute à vélo, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sans être allé à la guerre. Vous pouvez rêver, re-rêver le même rêve dans lequel vous tombez, vous vous faites mal. Et Ferenczi dit ces rêves traumatiques ont pour fonction de remédier littéralement comme une espèce d'auto-médication du rêveur à lui-même. Ils ont pour fonction, dit Ferenczi, de permettre au rêveur qui a été victime d'un trauma, plus ou moins grave, d'enregistrer ce qui n'a pas pu l'être. Et ça, c'est quand même une fonction du rêve intéressante qu'un autre psychanalyste anglais qui s'appelle Donald Winnicott va théoriser dans la fonction autocurative du rêve. Winnicott dit « le rêve, c'est une manière qu'a le sujet de s'auto-guérir ». Par le recours à l'informe, dit Winnicott, parce que dans le rêve, il y a quelque chose comme une espèce de manière de chaos, tu parlais de matière, d'objets, d'animaux, c'est informe. Par cette manière de l'informe, Winnicott dit il y a une créativité subjective qui permet de remédier, au fond, structurellement, le sujet, d'une certaine manière, s'auto-médique, si j'ose dire, par le rêve, remédie à lui-même. Et pour Winnicott, le rêve est du côté de ce qu'il appelle le jeu, au sens de playing. Le rêve est une activité éminemment créatrice du sujet. Et c'est sans doute pour ça que depuis la plus haute antiquité, on lie le rêve à la création artistique, à la création littéraire. Voilà. Alors, je voudrais, juste pour finir, dire que j'étais très intéressée récemment de lire un livre d'une anthropologue française qui s'appelle Anastasia Martin, que peut-être vous connaissez, qui a écrit un livre qui s'appelle « À l'Est des rêves », qui est un livre très intéressant où elle soutient qu'il y a des manières, dans d'autres cultures, très différentes de penser le rêve. Pas comme un événement psychique singulier, comme on a finalement dans la tradition, on pourrait dire métaphysique et post-freudienne, manière de le penser, mais penser le rêve comme un événement communautaire. Et dans ce livre, elle s'intéresse notamment à un peuple qui s'appelle, dans le Kamtchatka, un peuple qui s'appelle les Évènes, et elle dit que les rêves chez les Évènes ont une fonction communautaire. Le rêve, dans cette petite communauté de pêcheurs, de chasseurs et donc de rêveurs, est toujours une rencontre. Ce qui se passe chez les Évènes, c'est qu'on ne tient pas du tout compte des rêves personnels. Ces rêves-là, on ne les raconte pas, ils ne nous intéressent pas. Anastasia Martin s'aperçoit que chez les Évènes, les rêves qui comptent, c'est ceux qui ont une fonction de rencontre. Le rêveur se sert de ce qu'il a rêvé la nuit pour, au petit déjeuner, parler à sa communauté et, par exemple, affiner ses pratiques de chasse ou de cueillette. Les rêves, par exemple, dans cette communauté des Évènes, leur permet de localiser la nuit les proies ou de se figurer les dispositions dans lesquelles se trouveraient ces proies, comme par exemple les poissons. On a rêvé de poissons dans la rivière et le matin, on partage cette information onirique et on va sur les berges de la rivière et on trouve à cet endroit qui a été visité en songe la nuit, les poissons qu'on attendait. Autrement dit, alors ce sont bien sûr des rêves animistes, on pourrait y revenir, mais ce qui est très intéressant dans cette fonction du rêve chez les Évènes, à mon sens, c'est que le rêve est le rêve a une fonction communautaire. Il n'a pas du tout une fonction simplement intrapsychique, on pourrait dire, il a une fonction au contraire de communication, d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre. Je vous lis, et ce sera ma conclusion, une phrase rapportée par l'une des personnes avec lesquelles s'entretient Anastasia Martin, une certaine Daria. « Cette nuit, dit cette femme, j'ai volé avec les oies. Je les ai vues partir. J'ai fait un bout de chemin avec elles dans le ciel avant de revenir. Le temps va changer, l'hiver arrive, il faut se préparer. » Voilà. Merci beaucoup et je suis vraiment d'abord très content d'être parmi vous. Et en parlant après vous aussi, en fait, j'ai choisi 5 points. Bonjour à vous aussi. J'ai choisi 5 points en fait, que j'aurais pu en prendre d'autres, mais qui me paraissaient pouvoir éventuellement être pertinents. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que ça pourra déjà alimenter beaucoup d'éléments de discussion. On va voir. Et donc, c'est vrai que ce que je vais faire pour annoncer la couleur, c'est à la fois, je pense, ma présence ici, c'est pour communiquer certaines des connaissances dont Robert parlait, qui viennent des neurosciences, du rêve, qui sont assez récentes. Voilà. Et puis par ailleurs, ce qu'on peut en élaborer, donc je vous signalerai quand j'aurai ma casquette
disons, de communicants de données de recherche et puis d'élaboration personnelle autour de ces choses. Donc, je ne vise pas à ce que mes thèses soient prises pour autre chose qu'elles ne sont. Voilà. Donc, le premier point, c'est que je voulais vous parler du fait que, faire un tout petit détour par la perception, c'est que si on définit, par exemple, on peut aussi en discuter, la conscience comme la capacité à se rapporter en première personne une expérience, une pensée, quelle qu'elle soit, etc. Évidemment que le rêve, en tout cas les rêves que nous remémorons, les rêves que nous sommes capables de réciter, eh bien, de rapporter, et évidemment, ils correspondent à une forme d'expérience consciente sous cet angle-là. Et du coup, on peut déjà commencer à comparer ce qui se passe dans l'expérience consciente onirique et la veille consciente. Et on en a déjà beaucoup parlé. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a bien souligné depuis le début de cette soirée des facteurs de différence, en fait, de les opposer, de les mettre en compétition, voire de avoir une certaine difficulté à pouvoir les différencier, comme quand tu parlais du doute cartésien, comment savoir, où je vous renvoie à Calderon, la vie est un songe. Depuis tout le temps, on se demande comment savoir si ce soir, c'est une scène onirique ou c'est vrai. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est prendre un peu un contrepoint. C'est qu'une des données importantes, on va dire des 50 dernières années, c'est qu'en réalité, il y a plus de ressemblances qu'il n'y paraît entre nos différents états de conscience. Ce que je veux dire, alors je veux dire de manière un peu caricaturale et rapide, prendre une image biblique comme Robert après le Talmud. Moi, j'aime bien comparer, en fait, commençons par la perception. La perception, on pourrait penser que les choses montent en nous depuis le monde extérieur, donc une sorte de montée du monde extérieur en nous, ce qu'on pourrait appeler en anglicisme du bottom-up. En fait, ça vient de l'extérieur, d'en bas, et puis ça monte jusqu'au sommet de notre subjectivité. Mais en fait, ce que nous savons, c'est que dans la perception, même ce soir maintenant, évidemment qu'il y a du bottom-up, mais il y a également beaucoup de l'autre direction de cette double échelle, il y a beaucoup de top-down. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de percevoir consciemment, c'est un subtil mélange entre des choses qui montent en vous depuis le monde extérieur et des choses qui descendent, non pas vers le monde extérieur, je ne suis pas parapsychologue, mais qui descendent depuis vos connaissances, vos croyances, vos désirs, votre posture, vers le début de la naissance en vous de cette représentation du monde extérieur. Autrement dit, notre perception du monde, c'est un mélange subtil et qui cesse de varier entre deux directions. D'où cette double échelle, un peu comme la double échelle de Jacob. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les autres états de conscience, l'imagination, l'hallucination, le rêve, voire même la convocation d'un souvenir en mémoire épisodique ancien, en fait, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que toutes ces différentes catégories de la conscience, elles obéissent au même schéma général. Simplement, les pondérations de la montée et de la descente vont différer. Mais pour vous donner un exemple classique, lorsque nous imaginons en fermant les yeux un objet visuel, par exemple, nous allons recycler, nous allons emprunter les circuits de la perception. Quand vous imaginez une vache dans un pré, eh bien, vous allez, si vous arrivez à bien l'imager, à bien l'imaginer, vous allez mobiliser les réseaux que vous utilisez pour percevoir cette scène, cette vache en vrai, dans la perception. Donc vous voyez, on a un premier élément de rapprochement, c'est qu'en fait, ces différents états, ils semblent se ressembler plus qu'il n'y paraît. Et donc, de la même façon que dans la perception, on a plutôt l'impression que les choses montent en nous, en fait, et que du coup, la partie de descente de notre influence à nous sur ce que nous allons percevoir des choses nous est un peu obscure. En fait, inversement, je dirais que dans le rêve, on a l'impression que le rêve, c'est uniquement du top-down. C'est qu'en fait, on a les yeux fermés, le monde est dehors. On a souvent pensé qu'il y avait une déconnexion du rêveur avec le monde extérieur. Mais un des résultats numéro 2 qui va dans cette lignée, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus d'interactions qu'on ne pense entre notre rêve et notre sommeil en général, avec le monde extérieur que l'autre. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a dans tous les cas la double échelle, dans la veille et dans le rêve. Simplement, le poids respectif des deux directions est différent. Mais c'est les mêmes schémas. Alors moi, j'aime bien appeler ça le cinéma intérieur pour des raisons que je ne vais pas développer, mais du coup, je le mentionne juste parce que l'extrait par lequel on a commencé de Deleuze, pour moi, du coup, sur Minelli et sur le fait de commenter l'œuvre de ce grand cinéaste en disant c'est en fait ne échapper au rêve de l'autre, ne pas tomber dans le rêve de l'autre, pour moi, c'est un peu dans le cinéma intérieur, à un moment donné, je prenais vous savez, les face-à-face des westerns de Sergio Leone. Vous ne savez même plus pourquoi ils sont en face à face, pourquoi ils veulent se descendre. Simplement, pour moi, c'est l'affrontement de deux cinémas intérieurs. C'est qu'en fait, in fine, malgré tout, notre perception du monde à chacun d'entre nous, elle est irraisonnablement jamais la même. Et donc, il y a quelque chose. Donc, cette parole, moi, elle résonnait pour moi. Donc, premier résultat, c'est ça. C'est de se dire qu'en fait, il y a plus de ressemblance qu'il n'y paraît entre le rêve et l'état de conscience éveillé. Et je pourrais mentionner juste un résultat très récent. On a avec mes collègues Isabelle Arnulf, qui est une spécialiste du rêve et du sommeil à Paris, Delphine Louziette, qui est une chercheuse dans la même discipline, Esteban Munoz, Basak Turker et d'autres collègues. On a fait une expérience qui va être bientôt publiée, dans laquelle des gens étaient dans différentes phases de sommeil, jusqu'à du sommeil paradoxal. Et puis on les soumettait à une tâche de psycholinguistique basique qu'on appelle la tâche de décision lexicale,
Donc on vous expose soit un vrai mot, je sais pas, banane, chapeau, soit ce qu'on appelle un pseudomot prononçable, comme le mot logatome. Logatome, ça ne veut rien dire en français, mais on peut le prononcer. Et la tâche, c'était de dire est-ce que le stimulus est un vrai mot ou un pseudomot. Et vous commencez avec des individus qui sont éveillés, qui peuvent répondre. Alors, dernière astuce, c'est que comme pendant le sommeil on est paralysé, l'idée d'Isabelle Arnulf, c'était d'utiliser le visage qui est respecté. Donc vous répondiez avec les zygomatiques, les sourires, ou bien en fronçant les sourcils. Voilà. Et le premier résultat important qu'on a reçu, qui va dans ce sens de mini-révolution du sommeil, c'est qu'évidemment les gens peuvent répondre pendant qu'ils sont éveillés, mais à travers toutes les phases de sommeil, pas seulement le sommeil d'endormissement, N1, N2, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Évidemment, les gens répondent beaucoup moins souvent, mais ils continuent par moments à répondre dans les différentes phases. Et ce qu'on a pu rajouter, c'est que je travaille sur la conscience, comme Robert le disait, et depuis une vingtaine d'années, on a essayé d'élaborer une théorie avec Stanislas Dehaene, d'autres collègues, une théorie de la conscience, où on a des marqueurs cérébraux de la conscience pour aller vite, sans que ce soit trop effrayant. Et en fait, ce qu'on a réussi à découvrir, c'est que lorsqu'un rêveur ou un sujet endormi va répondre dans la seconde d'après à un mot ou un pseudomot, en fait, dans la seconde qui précède le mot, son activité cérébrale montre un pattern de conscience pour aller vite. Ça veut dire que c'est le résultat numéro 2. On a souvent opposé les deux comme étant des choses monolithiques, la veille d'un côté, le sommeil et le rêve de l'autre. En fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que pendant le sommeil et pendant le rêve, on est plutôt dans une sorte de mosaïque temporelle très rapide, où on passe par plein d'états différents. On a des micro-états conscients, là où on pensait que c'était très stable, et inversement, à l'état de veille, on a beaucoup d'arguments pour penser qu'il y a des moments où on n'est pas nécessairement très conscient, en réalité. Donc là aussi, vous voyez, ça met un peu plus de complexité sur les rapports respectifs entre la veille et le sommeil. Je ne vais pas développer trop pour ne pas être trop long, mais je voulais traverser encore 3 idées rapides. Alors la troisième, je les ai numérotées, mais tout à l'heure, je vais la retrouver peut-être. Oui, il y a une sorte de paradoxe, on en a parlé un petit peu. C'est qu'une des choses qui permet de distinguer le rêve de l'expérience de veille consciente, c'est notamment notre crédulité différente. Autrement dit, dans un rêve, on l'a rappelé, très souvent, lorsque vous rêvez, vous allez vous adresser à quelqu'un, et en cours de conversation ou d'événement, la personne va complètement changer d'apparence, changer de genre sexuel, changer d'âge, vous allez changer de lieu. Évidemment, si lorsque je parle à Robert, il se transforme en jeune femme, je vais me dire, il y a une caméra cachée, comme au début, il y a plein de choses, plein d'astuces. Et en réalité, dans le rêve, la plupart de nos rêves, on n'est pas dérouté, on est capable de prendre pour argent comptant cela. Donc il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'on devient un peu crédule, un peu plus crédule, disons. Ce qui est au passage un critère pour parfois différencier une expérience de veille d'une expérience de rêve. Et alors, les neurosciences rajoutent quelque chose là-dessus, c'est que, comme Robert le disait tout à l'heure, pendant qu'on passe en sommeil paradoxal, qui n'est pas la seule période où on rêve dans toutes les périodes, mais c'est la période où les rêves sont le plus narratifs, les plus riches, souvent les plus mémorisables consciemment, etc., eh bien, notre cerveau bascule dans un état très proche de l'éveil, sauf les régions qui sont en avant du cerveau, les régions frontales, qui sont importantes pour le sens critique, pour la rationalité, pour le contrôle. Et donc là, j'arrive vers un paradoxe, c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'en fait, lorsqu'on rêve, à la fois, on a un peu lâché le contrôle sans le vouloir, c'est comme ça, peut-être par la diminution de ces réseaux de contrôle exécutif, mais en même temps, on l'a vu, on l'a écouté, on l'a discuté, on accède aussi à d'autres dimensions de nous-mêmes. Je ne crois pas au secret caché, au profond, on peut en rediscuter. On invente des choses, on construit quelque chose, je pense, de manière active. Mais surtout, on va pouvoir on a beaucoup d'expériences de créativité et rêve. C'est-à-dire que souvent, le rêve est une source, une capacité à sortir de la boîte un petit peu de notre raisonnement, etc. Mais sans l'opposer nécessairement à la rationalité. Mais en science, on a des sortes d'histoires un peu mythologiques de grands chercheurs qui ont eu des grandes découvertes, un peu disruptives, si on dirait aujourd'hui, pendant leur rêve. Voilà. Donc il y a cet aspect qu'on pourrait discuter aussi sur le paradoxe qu'on est un peu plus crédule, mais du coup on est capable aussi de prouesses dont on ne serait pas capable, en tout cas pas aussi facilement, si on restait enfermé dans nos schémas de raisonnement. On est capable d'oser quelque chose qu'on n'aurait pas osé dans l'abord d'un problème, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je ne vais pas être trop long comme ça, on peut vraiment discuter. Et les 2 derniers éléments que je voulais mentionner, c'est peut-être quand même le dire. On parle, et je suis tout à fait d'accord avec cette dimension-là, c'est qu'évidemment, il y a le rêve et il y a l'interprétation du rêve qu'on va faire. On va faire tout seul, ou à 2, ou à 3, ou une société entière, etc. Mais en tout cas, il y a les deux. Alors, les neurosciences ont pu aborder, peut-être apporter des éléments sur ces deux points. Le premier, c'est que le rêve existe. Voilà. Je vous le dis parce que beaucoup de gens pourraient se dire non, en fait, peut-être qu'il n'y a que le récit du rêve. Peut-être qu'en fait, le rêve, c'est une sorte de faux souvenir ou une sorte de confabulation, et que quand vous racontez un truc le matin,
où vous vous souvenez de quelque chose, en fait, ce quelque chose, cet objet du rêve que vous visez par votre appréhension consciente de ce qui s'est passé, peut-être qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et il y avait des gens, des collègues, et puis c'est ça le jeu de la science, c'est d'être radical, qui pouvaient pousser l'argument, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment être sûr. Et là, peut-être que l'argument le plus décisif, et c'est à nouveau ce que tu as rappelé au tout début, c'est Michel Jouvet, ce grand chercheur français sur le rêve, qui est mort presque centenaire. C'est lui qui a découvert des propriétés de sommeil paradoxal. Paradoxal parce que le sujet semble endormi, mais son cerveau a basculé dans un état de veille consciente, comme s'il était éveillé, quasiment le même niveau d'activité. Et ce qu'il a fait de plus, c'est qu'il a découvert que les gens étaient paralysés. Donc il a étudié les chats au début, on parlait des chats tout à l'heure. Et en fait, il a fait, disons, la physiologie de ça. Il s'est rendu compte qu'il y avait 2 petits noyaux dans le tronc cérébral, on s'en fiche de leur technicité, de leur nom, qui sont responsables de cette paralysie du chat pendant qu'il rêve. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit en fait ces noyaux. Et ce qu'il a observé à ce moment-là, c'est des films, il a pu filmer, on a des films des années 60, vous pouvez les voir, des films de rêves de chat, mais comme le chat n'est plus paralysé, ce sont des rêves de chat animés. Donc vous voyez le mouvement, donc vous voyez des chasses, de l'alimentation, des combats. Donc vous avez des scènes de rêves de chat. Et là où ça devient plus tragique, mais qui permet de répondre à la question qu'on posait, c'est que ce type de trouble existe chez l'être humain également. Et donc il y a des maladies neurologiques, par exemple dans le Parkinson, dans la maladie à corps de Lévy, où parfois les premiers signes vont être ce qu'on appelle un trouble comportemental du sommeil paradoxal. C'est que, comme pour l'exemple des chats de Jouvet, les patients ne sont plus vraiment paralysés pendant le sommeil paradoxal et ils se mettent à animer et à vivre leurs rêves sous une façon motrice. Donc vous pouvez, dans les labos de sommeil, voir par exemple quelqu'un qui fait un rêve de fumer une clope, vous verrez vraiment en train de vraiment faire le geste. Donc tout ça pour dire, si on les réveille, qu'on leur demande qu'est-ce que vous faisiez, on peut du coup avoir un argument formel pour dire l'événement onirique existe. Voilà. Et ensuite, il y a le deuxième temps, celui de l'interprétation, celui dont on parlait beaucoup, qui est évidemment essentiel et qui va déterminer tout ce qu'on va faire de cet usage-là. Et c'est par le dernier point, je vais terminer par ça, c'est pas un aspect provocateur, mais on pourrait en discuter. Il y a presque 20 ans, dans un livre qui s'appelait « Le Nouvel Inconscient », je proposais une relecture, en tout cas ma façon à moi, avec ces connaissances dont je vous parle sur la conscience, etc., et sur la vie mentale non consciente, telle qu'on peut l'étudier aussi en neurosciences cognitives, en neurologie, une relecture de l'œuvre de Freud, qui me semble évidemment essentielle, non seulement culturellement, mais de manière thérapeutique, c'est ça qui est extrêmement aussi important. Mais disons, mon désaccord principal, et si je l'applique au rêve, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie peut-être un peu, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas sûr que ce soit la voie royale de l'inconscient. Pour le dire en cash, je ne pense pas que la topique freudienne de l'inconscient, je ne pense pas qu'elle ait une réalité haute qu'interprétative. Mais là où je veux arriver, c'est qu'en fait, une des grandes découvertes de la fin du XXe siècle, c'est que votre posture consciente, l'état dans lequel vous êtes consciemment, votre posture consciente, non seulement elle va guider vos décisions conscientes, mais elle va avoir des influences sur des phénomènes cognitifs non conscients de très haut niveau. Autrement dit, il ne va pas se passer en vous les mêmes choses non consciemment, selon que vous soyez dans telle ou telle posture consciente. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Donc ce que je crois, moi, mon pari sur le rêve, ça serait plutôt de dire, et ce que tu disais sur les rêves d'enfants, par exemple, ou bien sur des rêves plus complexes, que sans être moraliste, mais je pense que le moteur initial, c'est souvent un moteur qui est conscient, un moteur qui est volontaire, qui va être en plus... Ensuite, on peut avoir du déni, du rejet, etc., mais qui a une posture consciente, qui va du coup avoir une influence à votre insu sur des contenus qui vont pouvoir être modifiés par ça. Mais vous voyez, ça inverse un peu la causalité, là. Et que du coup, quand vous appréhendez les conséquences qui émergent à votre conscience de ce travail inconscient qui a été guidé par un cahier des charges conscient, vous vous retrouvez à ce que j'appelle ça le blanchiment sous les topiques. Ça veut dire on blanchit un peu l'origine. Et que je pense que l'origine est beaucoup plus dans un aller-retour conscient-inconscient, mais sans nécessairement concevoir l'inconscient en nous, justement au singulier avec un grand I. Il y avait un psychanalyste français de Mijola qui disait le monsieur inconscient des topiques n'existe pas. Moi, je connais beaucoup de collègues ou d'amis psychanalystes qui partagent assez cette idée, de dire qu'en fait, autrement dit, pour le dire encore différemment, je pense que peut-être, entre guillemets, et puis c'est l'évolution des idées, c'est que peut-être ce qu'on peut avoir comme posture qui, à mon sens, serait erronée dans une lecture à la lettre d'un certain discours freudien, qui n'est pas nécessairement la seule façon de le lire, c'est de projeter sur ce qu'on va appeler inconscient des propriétés qui sont le propre de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire inconsciemment, et par contre, les deux univers ne sont pas cloisonnés du tout.
et que du coup, je pense que dans nos rêves, évidemment, l'interprétation est au cœur, et je terminerai juste avec ça, c'est que l'interprétation, c'est la partie la plus importante, plus que l'objet lui-même. Et ça, Freud était un des premiers à l'écrire, à le dire, et c'est évidemment, je crois, totalement vrai. Mais que simplement, dans ce qui va faire sens, ce qui va être important, c'est qu'on produise un sens pour nous qui soit à la fois utile, fécond, peut-être thérapeutique parfois, etc. Mais qu'il n'y a pas nécessairement de recouvrement entre la véridicité d'une interprétation, ça veut presque rien dire, mais on fait d'une interprétation notre interprétation. Pour moi, c'est ça le processus le plus important. Et de ce point de vue-là, si on revient au tout début sur l'aspect de l'alcool ou du fait de dire le texte de la bestialité qui remonte, moi je pense qu'on est dans une sorte de mosaïque d'états différents et que lorsque dans un moment donné quelqu'un éprouve ou verbalise quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il a une sorte de trésor caché à double loquet et qui est contrôlé par des gardiens. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois juste qu'on passe dans un état différent et que cet état différent, ce n'est pas qu'il révèle quelque chose qui était enfoui. Et là, je renverrai, il y a un texte de Freud qui s'appelle « Construction dans l'analyse » où il travaille justement sur cette idée. Donc, parce que parfois, une lecture un peu rapide de Freud amène les gens à penser qu'ils ont un monsieur inconscient en eux et à imaginer également que le travail d'un tel parcours, c'est d'aller ouvrir la boîte. Mais la boîte, vous l'inventez, et vous la créez, vous l'interprétez. Donc c'est ça ce que j'aimerais remettre au cœur, et c'est pour ça qu'à mon sens, et je trouve que la psychanalyse, c'est un point, je ne suis pas psychanalyste ni analysant, mais je trouve que c'est un objet d'étude aussi très intéressant, mais pour lequel moi je fais une bascule un peu plus vers le côté de la conscience. Autrement dit, la psychanalyse de quelqu'un dans le coma, je pense, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut être sacrément conscient pour pouvoir faire ça. Et donc, du coup, je crois qu'il y a ces allers-retours. Alors, je fais exprès de jeter quelques idées pour alimenter avec nous tous le débat. Merci. Isabelle, comment tu prends ces mots? Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas tellement il me semble en opposition avec ce que vous dites là. D'ailleurs, Freud lui-même, il pense pas du tout l'inconscient comme un monsieur. L'hypothèse de l'inconscient, Freud, il dit bien que c'est une hypothèse, que c'est nulle part localisable. Il sait qu'il anticipe au fond sur les progrès de l'imagerie et il dit que c'est sûrement pas quelque chose, il a beaucoup ouvert de cervelle, Freud, c'est sûrement pas localisable quelque part et que l'inconscient pour Freud, même s'il considère que l'amnésie infantile est quand même ça, si on ne tient pas ça, alors on balance un peu Freud par la fenêtre, que c'est quand même assez fondamental, mais ce qu'il appelle amnésie infantile, c'est pas une boîte dans laquelle il y aurait des secrets cachés. Ce qu'il appelle amnésie infantile, mais ce n'est pas du tout, me semble-t-il, en contradiction avec ce que vous dites, c'est ce qu'il appelle des frayages, c'est-à-dire pour le sujet, très anciennement, très archaïquement, des pulsions, des émotions, des désirs, qui ont été largement refoulés, mais pas au sens où ce serait un grand secret, un grand secret caché qu'il s'agirait de retrouver pour le sujet, mais il y a des motions, tous les sujets n'ont pas les mêmes frayages, il y a des motions, il y a dans l'histoire du petit sujet des choses qui ont des devenirs très différents, y compris dans ce que vous appelez l'activité consciente. Donc c'est plutôt une archéologie du sujet conscient, que Freud appelle inconscient, et dont le rêve est porteur. Et d'ailleurs, dans ce lien entre la veille et le sommeil, entre la conscience et l'inconscient, même si Freud soutient quand même que la conscience c'est un tout petit îlot, bon c'est là où vous n'êtes pas d'accord avec sa topique, mais un tout petit îlot, il dessine un grand rectangle et il dit l'inconscient c'est un tout petit truc rond dans un îlot de subconscient, donc de choses qu'on peut plus ou moins mobiliser, et puis de l'autre côté, les 2/3, c'est inconscient. Et ce qu'il appelle inconscient, encore une fois, ce n'est pas des grands secrets personnels, familiaux, il peut y en avoir, mais c'est assez rare. En fait, c'est plutôt des motions, des pulsions, des souhaits, des désirs très anciens, voilà. Par rapport à l'autre, maternel, par rapport aux frères et sœurs, des choses qui ont construit le sujet. Et cette construction-là, cette boîte à outils du sujet, elle est largement, elle détermine le sujet dans ce qu'il est là. Nous, autour de cette table, on est tous déterminés par des choses très archaïques, dont on n'a pas du tout conscience immédiatement, mais qui déterminent les conditions de la conscience. Et juste donc pour Freud, quand même, la conscience, c'est bien sûr tout à fait capital. Freud n'aurait jamais imaginé faire la psychanalyse d'un quelqu'un dans le coma, c'est bien évident. Les grandes réalisations humaines, pour Freud, de l'art, de la littérature, sont des réalisations de la conscience. Donc il ne s'agit pas de dire « vive l'inconscience ». D'ailleurs, l'inconscient, unbewusst, ce n'est pas l'inconscience. D'accord ? C'est une responsabilité de ce dont on ne sait pas à quoi on a à répondre. C'est plutôt ça, l'inconscient. Quelque chose
en nous, mais pas une chose même, d'émotions, des pulsions, du sexuel, mais pas du tout au sens de la sexualité génitale, mais des motions d'impulsion, on pourrait dire, qui nous déterminent et qui sont très anciennes. Et ce que Freud dit au sujet du rapport entre la conscience et l'inconscient dans le rêve, c'est ce qu'il appelle les restes diurnes, et qui va dans le sens de ce que vous dites là. Freud dit que, de fait, donc, il ne s'agit pas, quand je rêve, d'aller chercher dans la boîte magique de Pandore qui se rouvre les secrets de ma vie infantile. Encore que dans les rêves, parfois, il y ait des retours de choses très anciennes ou même de choses dont on ne savait pas qu'on en avait le souvenir. Ça arrive quand même un peu. Ça, c'est quand même assez intéressant. Mais Freud dit, en général, ce qui déclenche un rêve, c'est, alors je ne sais pas ce que vous aurez à en dire neurologiquement, une toute petite perception de la conscience qui n'a pas frappé le sujet conscient, qui lui revient dans le rêve et qui, dit Freud, est comme un entrepreneur, au sens financier du terme, qui, au fond, active le capital inconscient du rêveur. Ça, c'est quand même une idée qui va dans le sens d'une circulation et d'un contact entre conscience et inconscient. Et ça, vous en avez les expériences. Dans un rêve, là, par exemple, alors souvent quand on parle de rêve, ça déclenche des rêves. Hein. Vous verrez, peut-être demain, vous pourrez en dire quelque chose. Souvent, dans un rêve, il nous revient une petite perception, presque au sens leibnizien, c'est-à-dire un tout petit truc, une œillade, un regard, un mouvement, la forme de votre chaussure, la couleur d'un rouge à lèvres, la forme d'une paire de lunettes, quelque chose qui ne s'est pas inscrit consciemment, qui s'est inscrit presque comme une petite perception en deçà de la conscience, et qui, dans le rêve, va être, dit Freud, l'entrepreneur du scénario du rêve. C'est-à-dire que brutalement, la forme de lunettes va prendre toute la place d'un moment du rêve, va organiser autour d'elle le retour d'émotion. Et encore une fois, l'inconscient pour Freud, ce n'est pas du tout ni un grand secret ou un petit secret sale, comme dirait Sartre, ni une boîte magique. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'il appelle des frayages, en fait, des pulsions. Merci, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on n'est pas très loin. Justement, est-ce qu'on pourrait préciser davantage les points où psychanalyse et neurosciences s'opposent complètement et où, au contraire, se confortent? Alors, oui, je pense qu'il y a plusieurs lectures différentes. Moi, je peux parler pour moi. Moi, j'ai essayé de faire cet exercice en m'arrêtant surtout à Freud, pour beaucoup de raisons. Lacan, j'avais lu sa thèse de médecine, le cas aimé, puisque je me suis dit il a dû passer devant des profs de médecine et être du coup intelligible. Et c'est vrai que c'est une thèse brillante. Après, c'est un peu plus différent. Mais en tout cas, pour Freud, et alors là où je pense, Isabelle, qu'on se rejoint, c'est que, évidemment, une des données aussi contemporaines, c'est que la partie, on n'a pas de chiffres à donner, mais que la partie de l'activité mentale consciente est beaucoup plus pauvre, beaucoup plus limitée que l'essentiel de la vie mentale qui n'est pas consciente. Ça, c'est totalement... Freud serait d'accord. Freud serait d'accord. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a plusieurs Freud, parce qu'il y a le Freud de l'aphasie, Freud de l'effrayage, Freud voilà, et que souvent on tire dans un sens. Alors là où peut-être il y aura une différence, c'est que, évidemment, chez Freud, et ces textes sont d'une immense clarté, c'est aussi ça le plaisir qu'on peut avoir. Il y a des conférences, je crois que c'était la conférence de Worcester, où aussi il est très, très descriptif. Donc, par exemple, il commence par dire ce que moi j'appelle inconscient. Alors, imaginons la conscience, c'est à peu près en gros ce qu'on... D'ailleurs, sur la conscience, on a une définition quasiment la même. Se rapporter ce qu'on a à l'esprit, c'est être conscient. Pour Freud, donc, on va dire que là, on aurait le point commun, quoi. Et puis, il commence par expliquer, alors voilà, tout ce qui n'est pas là, on va appeler ça descriptivement de l'inconscient. Et jusque-là, moi, je le suis totalement. Ensuite, évidemment, les problèmes commencent, en tout cas pour moi ou pour certains autres, c'est qu'évidemment, là où c'est intéressant en Freud, c'est de dire, mais ce qu'on va appeler descriptivement inconscient, ça ne va pas avoir le même statut sur tous les espaces de cet espace mental inconscient. Donc cette première topique, c'était préconscient, inconscient. Après, ça va être orthogonalisé avec la deuxième topique, etc. Mais en tout cas, à un moment donné, il invente évidemment la pierre la plus originale qui est le refoulement. Et c'est, alors je ne sais pas si c'est ce soir qu'on va en parler, parce qu'on va parler peut-être aussi d'autres choses, hein, mais en tout cas, pour signaler le point pour moi problématique, c'est que je pense que le refoulement, pour le dire tel que je pense que c'est chez Freud, projeter sur la vie mentale non consciente des propriétés exclusives de la conscience. C'est-à-dire que ce qu'il attribue au refoulement et qui est absolument génial, je pense que ça n'existe pas de manière non consciente. Voilà, c'est ça ma thèse. Ensuite, on peut la discuter. Hein. Et par exemple, vous savez, je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, il y a 2 collègues américains, Anderson et son collègue, ils ont fait une très belle manip, mais ils l'ont vendu un peu scientifiquement dans un... Vous savez, Nature, c'est un des plus grands journaux scientifiques, en disant
on a démontré que donc, Freud postule l'existence du refoulement, et en 2001, on démontre que Freud avait raison. Alors l'expérience de refoulement, je vous la raconte, vous me dites si vous pensez que c'est du refoulement. Le refoulement, c'est que, version instrumentale évidemment, expérimentale, on vous fait apprendre des paires de mots qui n'ont pas d'association directe. Hein. Donc vous apprenez des longues paires de mots, et vous devez, je ne sais pas, quand on vous dit chaussures, on prend des lexiques sémantiques, de distance sémantique, voir, je ne sais pas moi, liège, ou n'importe, un mot qui n'est pas vraiment associé. Donc vous bossez comme des malades, comme ça, pendant plusieurs semaines. Et puis il y a plein de contrôles, je vous passe les détails. Et au bout d'un moment, on va vous dire, maintenant, pendant un certain temps, vous allez essayer d'oublier activement ces phénomènes. Et puis dans un troisième temps, on vous dit, maintenant, essayez de vous en souvenir. Et ce que démontre, et c'est vrai, ce résultat, nous on l'a reproduit, c'est que si vous faites ça, vous apprenez, vous essayez volontairement de rejeter l'association et vous essayez de la retrouver, vous n'arriverez pas à la retrouver aussi bien qu'avant l'oubli. Autrement dit, l'oubli volontaire existe. Vous décidez, je vais oublier, je vais chasser de ma conscience quelque chose, vous pouvez le faire. Sauf que donc l'article, c'était le refoulement conscient existe. Évidemment, tout le monde, c'est quoi tout le monde? Ceux qui connaissent Freud ont dit, c'est pas ça Freud en fait. Et donc il y a une note de bas de page, nous nous sommes limités à la version consciente du refoulement, ce qui en fait, si vous voulez, à part l'ego psychologie américaine, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas ça le texte de Freud. Donc tout ça pour dire, moi, ce que je pense, c'est que la capacité à exercer du contrôle de manière durable, vous savez, dans ce texte de Worcester, il imaginait que la conscience, c'est comme la salle ce soir, et puis vous avez comme un videur de boîte qui est devant, et puis qui va empêcher des idées qui veulent rentrer pour différentes raisons. Et alors l'idée, elle va se déguiser, elle va se condenser, elle va se déplacer, elle va rentrer par la porte. Et il vous tout un jeu très, on dirait un film de Charlie Chaplin, un peu, si vous voulez. Alors c'est génial, mais je crois que ce qu'il attribue comme propriété à ce gardien refouleur, mais inconscient, c'est des propriétés qui, pour moi, je crois, sont spécifiques de la conscience. Ce serait ça mon point de... Et pour la petite enfance, je crois que du coup, comme le sens, et c'est là où moi je crédite Freud d'être absolument grandiose, c'est que c'est le poids de l'interprétation subjective. C'est le premier qui se dit quelque chose, un rêve, un acte manqué, même si ça semble une sorte de déchet mental. En fait, non. Et pour le sujet qui le vit, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est cette posture-là qu'il a vraiment trouvée. Et que de ce point de vue-là, si on imagine les situations qui sont des paradis de l'interprétation, alors c'est vrai que la petite enfance couverte par l'amnésie infantile, là vous pouvez y aller, parce que si je veux fictionnaliser la bouteille qui est devant moi, je vais avoir un espace assez restreint, parce que je serai très contraint dans la double échelle de tout à l'heure, par ce qui monte en moi. Par contre, si vous allez essayer d'interpréter des rêves, qui sont beaucoup moins contraints, votre passé, mémoire infantile, etc., moi je le vois plus comme des situations qui sont des facilitations de schémas interprétatifs, mais sans nécessairement accréditer l'idée que ce qui va être construit, et c'est peut-être un autre point sur lequel on pourrait discuter. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'on est totalement libre et qu'on n'a pas d'archaïsme, je ne dis pas du tout ça, hein, mais c'est ça les points d'achoppement peut-être, et les points de rapprochement aussi. Parce que les phénomènes que Freud cite de refoulement, de condensation, de métonymie, ça c'est métaphorique ou il y a une réalité neurologique dedans? Ça, je ne sais pas dire. Oui, Freud, d'ailleurs, il n'utilise pas les mots de métonymie et de métaphore. Ça, c'est Lacan qui fait une lecture rhétorique des deux principes du rêve, pour Freud, qui sont la condensation et le déplacement. Freud dit, en fait, tous les rêves, y compris les plus écrasés, les plus filandreux, les rêves dont il ne reste qu'une toute petite idée. D'ailleurs, Freud dit, même quand il ne vous reste qu'une image de rêve, on peut en fait faire beaucoup de choses à partir du presque rien du rêve. Le rêve, c'est d'ailleurs pas nécessairement un récit très long. En général, il y a 2 ou 3 temps dans un rêve long dont on a conservé quelque chose. Mais Freud dit parfois une seule idée, image, hallucination traduite en paroles, parce qu'il n'y a pas de récit de rêve. Hein. Le récit, il est postérieur. Le rêve, ce n'est pas une narration. C'est des hallucinations, c'est des images. Et ça, Freud le pense longtemps, avant l'imagerie, avant tous les processus d'investigation neurologique qu'on a trouvés. Il dit c'est des hallucinations, c'est des images, en fait. C'est des flashs, le rêve. Et ces flashs-là, donc il n'y a pas... Quand quelqu'un vous dit « je vais vous raconter mon rêve », oui, mais le rêve n'est pas du tout un récit. Il devient un récit sous l'effet précisément de la conscientisation. Et il se passe d'ailleurs des tas de trucs au moment où le rêveur raconte. D'ailleurs, parfois le rêveur dit « Ah, j'ai rêvé que c'était une bouteille comme ça, ou peut-être c'était juste un rêve. » Et Freud dit « C'est les deux. » Il faut prendre en compte les deux images, pas simplement une ou l'autre. Mais ce que Freud dit fondamentalement, c'est peut-être là où il y a quelque chose... La théorie freudienne, elle est une théorie de la sexualité infantile. Et ça, dans ce que vous dites, vous ne le prenez pas tellement en considération. Non, et pour Freud, c'est pour ça que le refoulement est important. Le refoulement, c'est bien sûr pas un processus conscient.
Freud se dit simplement qu'il découvre la sexualité infantile, c'est-à-dire pas du tout la sexualité au sens où on l'entend à l'âge adulte, mais il découvre qu'il y a un rapport au plaisir et à la satisfaction très ancien, qui remonte aux premières expériences de satisfaction orale, notamment du bébé au biberon ou au sein, et que cette satisfaction du besoin, dit Freud, elle n'est jamais simplement une satisfaction, elle est toujours étayage de quelque chose qui devient un plaisir, une satisfaction absolument nécessaire, que Freud appelle sexualité infantile. L'enfant qui suce alors même qu'il n'est plus au sein de sa mère, il s'auto-hallucine dans une rêverie, dans un plaisir qui est absolument capital à sa constitution psychique, à ce qui deviendra après. Et c'est ça que Freud appelle sexualité infantile. Et pour lui, c'est capital, c'est ça les premières motions, les pulsions, et c'est ça qui est refoulé au sens où c'est pas parce que ce serait sexuel qu'il ne faut pas en parler, c'est parce que ces premières impressions, Freud c'est quand même un penseur, je pense, de l'impression, des impressions originaires, elles nous constituent. Elles font, dit Freud, ce qui fera que Robert, tu es devenu philosophe, ce qui fera que vous êtes... Des choses très originaires, très anciennes, qui n'ont aucun rapport a priori avec ce qu'on devient, déterminent des trajectoires. C'est ça qu'il appelle un frayage. Mais il y a quand même cette histoire du plaisir, de l'inscription du plaisir. Alors, je ne veux pas être rabat-joie du tout, et le plaisir et le déplaisir sont évidemment universels et immémoriaux et importants. Je dirais juste que, de la même façon que vous décriviez la fin de votre propos, sur la dimension, par exemple, communautaire, la valeur du rêve, moi je pense aussi que la vie mentale, notre vie mentale et les souffrances psychiques, elles évoluent aussi avec des cadres sociaux, des cadres culturels, des cadres de société. Et moi, il y a un concept que j'aime beaucoup du sociologue Alain Ehrenberg, qu'il avait développé dans un de ses premiers livres, La fatigue d'être soi. C'est qu'on peut vraiment dire quand même que le schéma de la pathologie mentale dominante, psychiatrique dominante, elle va de la névrose de contrainte, en gros, avant la société de consommation, à la dépression un peu. Et moi j'aime bien cette idée. L'idée qu'en fait, et je pense que Freud, lorsqu'il développe sa théorie, il développe une théorie des gens qui manifestent leur souffrance psychique, ce sont des gens qui sont soumis à des contraintes. Des contraintes de la société sur l'individu, des contraintes de la religion, des contraintes sexuelles, des contraintes du travail, des contraintes... et donc en réalité, le motif principal, c'est ça. Donc moi je me demande si dans l'étayage, le focus sur la sexualité infantile, etc., je me demande s'il n'y a pas une composante qui était valable dans les interprétations fictionnelles de cette époque, mais qui l'est moins, non pas que la sexualité ne soit pas importante, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais que par contre, la façon de laquelle il attribue ce rôle-là, je ne suis pas certain, à nouveau pour la raison que je donnais tout à l'heure, je pense qu'il y a un poids important de la conscience. Par exemple, il y a un domaine dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi lié. Vous savez qu'en neurologie, il y a quelque chose d'assez, une sorte d'énigme, mais une énigme dingue. Hein. Les gens qui ne connaissent pas de bien près la neurologie ne le savent souvent pas. C'est qu'en gros... sans retenir de chiffres, mais parmi à peu près 15 à 20% des urgences neurologiques, donc des gens qui vont manifester un trouble neurologique aigu ou chronique, eh bien 15 à 20% d'entre eux, ils vont avoir, alors ça change avec le langage des époques, à l'époque de Freud on appelait ça l'hystérie, l'hystérie de conversion. Aujourd'hui, on a un truc un peu plus neutre qui s'appelle trouble neurologique fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient vient avec un trouble moteur, ou un trouble d'apparence moteur, ou visuel, il ne voit pas, ou ça peut être toutes les sphères de la pensée. Et simplement, lorsqu'on l'explore, on peut se rassurer sur le fait qu'on ne trouve pas un mécanisme lié à un dérèglement organique qu'on connaît, et on ne sait pas ce que c'est. Et par contre, on est convaincu que ce n'est pas une simulation. La personne ne fait pas semblant, ce n'est pas un simulateur. Hein. Et donc, ces troubles neurologiques conversifs, c'est une question de santé individuelle et collective massive. On ne sait pas bien les aborder, mais simplement, lorsqu'on les explore, on peut aussi utiliser ce même schéma. C'est-à-dire que parfois, vous avez souvent un contexte initial qui va être un contexte très traumatique. Un contexte traumatique de quelqu'un qui va vivre une expérience traumatique très forte. Et en gros, sans être un peu une psychanalyse de comptoir, mais on a un peu l'impression, souvent, dans le contact clinique, que le patient va mettre en branle quelque chose, par exemple, il y a quelque chose mais volontairement, quoi. Mais ensuite, il perd les clés complètement du phénomène. Et ce n'est pas du tout volontaire ensuite, mais il n'arrive plus. Par exemple, il m'est arrivé de voir des patients qui ont ce qu'on appelle des amnésies d'identité. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans un contexte aigu, garde ses connaissances sémantiques sur le monde, sait lire, sait écrire, tout ça, mais ne sait plus sa biographie, ne sait plus comment il s'appelle, ne reconnaît pas ses parents. Et ces phénomènes existent, hein, ce n'est pas des choses... Et en fait, donc là, je pense qu'on a aussi quelque chose d'assez proche. C'est qu'en tout cas, je veux dire que les allers-retours, le va-et-vient incessant entre notre posture consciente, qui va avoir des conséquences dont on n'a pas idée sur des phénomènes non conscients, qui ensuite se réexpriment et qu'on récupère sur la conscience, mais on ne sait pas quoi en faire,
eh bien, c'est là qu'il y a, d'après moi, aussi une source potentielle de développement de ces idées-là qui peuvent être intéressantes. Mais pour une raison simple, vous êtes professeur de neurologie à la Salpêtrière et vous avez un illustre ancêtre qui s'appelle Charcot, qui est celui qui a découvert ces affaires de conversion, qui a découvert le mardi, lors de ses entretiens cliniques avec ses patients et de ses présentations de malades, auxquels Freud a assisté. C'est comme ça que Freud est devenu Freud, parce qu'il a regardé Charcot, il a lu non seulement lu, mais il a assisté aux présentations de malades de Charcot, où des malades présentaient des troubles dont Charcot a été le premier à montrer qu'ils n'avaient pas de support organique et que pourtant, il n'inventait pas, il ne jouait pas la comédie. Georges Didier Humerman, d'ailleurs, a fait une très belle lecture de ces images-là, où on voit des patientes qui présentent, je ne sais pas comment dire, qui ont les bras en croix, qui sont crucifiées, qui sont identifiées. Bon, et pourtant, elles ne jouent pas la comédie, ce ne sont pas des actrices, ces hystériques. Elles présentent des troubles dont Charcot dit qu'il n'y a pas d'origine organique, et pourtant que ce sont des troubles. Et c'est de là qu'est née la neurologie moderne, on pourrait dire, et la psychanalyse. Alors c'est vrai qu'elles se séparent, parce que Freud serait d'accord avec vous, mais je pense, si je peux me permettre, mais pour lui, le facteur sexuel, c'est-à-dire le facteur pulsionnel, on ne peut pas en faire l'économie. Non, mais alors pour autant, là je vous rejoindrai, mais pas exactement de la même manière, mais je pense que là Freud a capturé quelque chose que Charcot n'a pas vu. C'est qu'en fait, ce que Charcot n'avait pas vu, on vire vers une soirée psychanalyse. Mais pourquoi pas, bah oui. C'était parti. Mais en plus, ça nous intéresse tous. Mais Charcot, je ne sais pas si tout le monde voit qui c'est, mais avant de faire de la neurologie, en fait, on lui doit beaucoup de descriptions en médecine interne, sur vraiment, on va dire, la médecine positiviste, scientiste, pasteurienne, etc., Claude Bernard, du début, fin 19e, voilà. Et en fait, il aborde la neurologie, il décrit plein de maladies, maladie de Charcot, sclérose en plaques avec d'autres, etc. Il décrit quasiment beaucoup de choses. Mais là où il se trompe, à mon sens, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui... Alors moi, je n'irai pas jusqu'à la sexualité nécessairement, mais en tout cas, dans l'intersubjectivité entre le clinicien et le patient, il pense qu'il est juste un appareil photo, mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il induit des choses par suggestion et que ce qu'il observe, ce n'est pas une manifestation comme une maladie du foie, etc., mais qui fait partie lui-même du dispositif. Et ça, Freud, d'une certaine manière, l'a compris. Il appelle ça le transfert. Oui. Exactement. Ben, le transfert, mais je veux dire, on n'a pas nécessairement besoin ensuite. On peut avoir une conception du transfert très large. Pour moi, le transfert, c'est quelque chose qui va ressortir de l'intersubjectivité. Voilà. Et ensuite, on n'a pas besoin de se faire des frayeurs, dire ah oui, c'est votre. Moi, non, une fois de plus, j'ai rien contre la sexualité. Mais disons qu'il y a une touche. Je ne suis pas sûre que ce soit effrayant, que ce soit des frayeurs. Mais c'est presque pauvre. Je dirais que c'est beaucoup plus riche. Pour moi, l'intersubjectivité, c'est ce qui va se passer en permanence dès que vous allez avoir deux individus, voire, et vous le disiez tout à l'heure très bien, je trouvais que c'était important. J'aimais bien cette idée qu'il y a peut-être dans le rêve un dialogue de soi à soi autour de cette étrangeté de soi. Et à nouveau, pour revenir sur Freud, il y a le concept d'inquiétante étrangeté, où vous savez, il raconte qu'une fois il est dans un train et il perçoit un corps et il met du temps à voir que c'est un reflet de lui. Donc il commence par percevoir ce visage. Il dit qu'il y a une sale gueule. Qu'il y a une sale gueule en plus, mais c'est lui. Et donc l'idée en tout cas, parce que c'est quelque chose de très... dire que le rêve soit une des modalités du dialogue avec nous-mêmes. Mais la raison pour laquelle Freud soutient le sexuel, c'est pas simplement que c'est sa marotte, comme on a pu le dire, lui reprocher. C'est que pour Freud, le sexuel, en tant qu'il arrive au sujet, depuis ses expériences très anciennes, c'est précisément de l'ordre de l'inquiétante étrangeté. Unheimliche, parce que vous avez cité un exemple de l'inquiétante étrangeté, mais l'autre exemple, c'est un exemple sexuel freudien à lui, où il est dans une ville italienne, tout Freud qu'il est, puis il se balade et il se rend compte qu'il passe par une place où des femmes sans doute de petite vertu se trouvent à la fenêtre et lui font des petits signes assez suggestifs. Puis il se rend compte qu'il cherche à échapper, il n'est pas bien, quoi, il ne sait pas très bien comment réagir, puis il revient au même endroit 2 ou 3 fois. Et il se dit, mais alors on peut se dire, bon, le hasard. Et Freud dit, c'est peut-être pas le hasard. Quelque chose qui m'attire et qui me repousse. Et c'est pour ça que le sexuel pour Freud, c'est ce qui, chez le sujet, fait événement énigmatique à l'adolescence, mais aussi avant. C'est pour ça que c'est important le sexuel. C'est pas juste l'effrayant ou le sale ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui fait énigme au sujet lui-même. Et après, d'autres gens comme Lacan diront
le sexuel, ça reste, même quand on pense qu'on vit une sexualité heureuse, ça reste une énigme. Bien Qu'est-ce sûr. qui fait qu'il y a cette Mais dimension-là qui arrive au sujet? je ne nie pas du tout ça. Je dis juste que la focalisation qu'on a souvent sur la petite enfance et le sexuel, qui est souvent un peu, disons, je dirais un peu, non pas monté en épingle pour le diminuer, mais je pense que l'enjeu du sujet est beaucoup plus vaste, en fait. Je pense que les phénomènes d'intersubjectivité, ils se jouent dans toutes les occasions, et sans nécessairement renvoyer une dimension qu'on ait envie d'associer à la sexualité. Mais sauf que la sexualité au sens freudien ou lacanien, c'est intersubjectif, bien c'est le sûr, rapport à la mère. Oui, mais ça n'épuise pas l'intersubjectivité. Non, mais le sexuel, c'est pour ça qu'il faut l'entendre de manière à la fois comme énigme pour le sujet, comme ce qui fait énigme pour le sujet, y compris adulte. Qu'est-ce que c'est que ce truc et d'où ça sort? Et d'autre part, pour Freud, le sexuel, c'est d'abord le pulsionnel. C'est-à-dire pas quelque chose qui est occupé simplement à une activité, mais à une réaction, à une réponse, à une impulsion dans le sujet. Donc, bien sûr. Je dirais juste, je suis d'accord avec vous, mais je pense que voilà, je ne sais pas pourquoi, mais culturellement, il y a une sorte de focalisation et qui, à mon sens, est parfois appauvrissante. C'est tout ce que je dis. Voilà. Bon, écoutez, je ne me reste plus qu'à vous remercier. Je ne peux même pas vous dire faites de beaux rêves. C'est le rêve qui va faire quelque chose de vous. Bonne soirée. Merci.